Bienvenue dans cette nouvelle rétrospective consacrée à une des plus grosses stars du Japon. Vous savez déjà qui c'est puisque la vignette vous a déjà donné le poteau rose. Il s'agit donc de Godzilla, le roi des monstres, avec une longévité absolument extraordinaire puisqu'il est né en 1954 et encore aujourd'hui il apparaît régulièrement au cinéma sous des variations et sous des fanions, sous des drapeaux différents. Donc on va faire une rétrospective selon les normes qui sont un peu devenues celles de cette chaîne, c'est-à-dire que dès qu'on a des gros morceaux comme ça, ça va être séparé en trois parties qui vont se faire avec une division assez naturelle, qui est la division classique utilisée par à peu près tout le monde quand on parle de Godzilla, à savoir donc la première partie sur l'ère Showa, la deuxième partie sur l'ère Heisei et la troisième partie sur l'ère Millennium et tout ce qu'il y a à côté, les versions américaines, les animés, enfin tout ce qui a été fait post 2000. Avant que je me lance de l'exercice, quel est mon rapport à Godzilla? Eh bien, je dois dire que c'est un rapport un petit peu conflictuel. J'ai une relation amour-haine avec Godzilla. Dans le sens où je suis pas forcément un très gros fan de beaucoup de films de Godzilla. Évidemment, il y en a quelques-uns que j'aime vraiment bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup de déchets. Mais ceci étant, même si je suis souvent un petit peu critique et insatisfait après avoir vu beaucoup de films de Godzilla, ça me reste quand même souvent quelque part en tête et je peux pas m'empêcher après quelques temps de vouloir à nouveau les revoir et je les regarde à nouveau et je me dis ça marche pas quand même, ça c'est nul, ils auraient pu améliorer ça et donc j'en ressors toujours un petit peu frustré, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui reste quand même en tête et qui me donne envie d'y retourner à un moment ou à un autre. Et je continue ce cycle de manière éternelle où je suis mécontent quand je regarde un certain nombre de Godzilla et puis après ça me travaille et j'y retourne et je suis à nouveau mécontent et ainsi de suite. Bon, après, je dis que je suis mécontent, mais il y a quand même des films de Godzilla que j'aime vraiment bien, donc ça va pas être non plus que du bashing anti-Godzilla pendant 6 heures de rétrospective. Heureusement, ça va pas être le cas. Mais voilà, je vais quand même être assez régulièrement plutôt critique envers la série, donc vous étonnez pas si j'ai un peu la dent dure de temps en temps. Écoutez, voilà pour l'introduction. Vu que de toute façon, comme d'habitude, ça va être beaucoup trop long, autant se lancer directement dans le sujet. Je vais partir très certainement sur des digressions et autres discussions connexes au fur et à mesure de toute façon. Et donc on va commencer avec le tout premier Godzilla, celui qui a donc lancé la vague, celui qui a créé cette créature mythique, donc le Godzilla de Ishiro Honda de 1954. Je vais aller assez vite sur la genèse du projet parce qu'il y a déjà une littérature, je pense, assez abondante sur le sujet. Mais en gros, durant l'année 1954, il y avait eu un scandale qui avait fait beaucoup parler de lui dans la presse nippone, qui était un bateau de pêche, un autre bateau de pêche japonais, qui s'était retrouvé pris dans les conséquences, dans les radiations d'un essai atomique américain. Et donc évidemment, ça avait fait beaucoup parler au Japon seulement 9 ans après que l'archipel ait reçu les bombes de Hiroshima et Nagasaki. Et donc c'était quelque chose qui était pas mal dans les médias japonais de cette année-là. Et dans le même temps, il y avait eu un espèce de petit revival de films de monstres dans le monde, à Hollywood et dans le monde, puisque en 1952, je crois, il y avait eu une ressortie de King Kong, le King Kong de 1933 par Shedsack et Cooper, qui était donc ressorti aux États-Unis en 1952 avec un certain succès. Dans la foulée, il y avait eu également un autre film de monstre en 1953 qui s'appelle La créature d'un autre monde, réalisé par Eugène Lourier, qui avait également été un succès aux États-Unis et à l'international, dont le Japon. Donc les films de monstres avaient le vent en poupe et il y avait un producteur
à la Toho, qui s'appelle Tomoyuki Tanaka, et qui est très certainement le grand architecte de Godzilla. On pourrait potentiellement arguer encore plus que Ishiro Honda. Tomoyuki Tanaka, donc, qui bossait sur un projet de coproduction, je crois, avec l'Indonésie, il me semble. Alors là, je ne suis plus sûr de moi. Enfin, en tout cas, il avait un projet qui n'a pas pu être mené à bien. Et donc, il a fallu trouver un remplaçant, et il a eu cette idée donc de faire son propre film de monstre en se basant partiellement sur le film américain de Lourrier, en prenant également des éléments de cette histoire du bateau de pêche qui a été irradié. Et il a confié ce projet à un auteur de science-fiction qui s'appelle Shigeru Kayama, qui a donc proposé une histoire qui a ensuite été un petit peu retravaillée. Le film devait être réalisé par le metteur en scène de ce projet avorté, qui était Senkichi Taniguchi, mais celui-ci n'a pas été particulièrement motivé par le sujet et il a préféré aller travailler sur un autre film, si bien que le projet a échu à Ishiro Honda. Ishiro Honda, c'est quelqu'un qui est souvent dans l'ombre de Kurosawa, alors un petit peu moins. En gros, on se souvient de lui essentiellement pour les Godzilla, évidemment, et son amitié et sa participation très proche sur certains films de Kurosawa, puisqu'il l'avait beaucoup aidé sur Kagemusha, sur Chien enragé, sur Rêve. Il avait réalisé une partie, je crois, il avait réalisé un sketch, il me semble, je me trompe peut-être. Bon, il avait pas mal assisté, en tout cas, Kurosawa sur différents projets. C'était quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves en tant que réalisateur avant d'être mis en charge de Godzilla, mais c'était plus dans un style, j'allais dire docudrama, c'est un peu exagéré, mais sur des choses un peu plus dramatiques, un peu plus réalistes, on va dire. Quelque chose en tout cas qui n'avait pas forcément grand chose à voir avec la science-fiction. Il va trouver à s'épanouir dans la science-fiction et à faire des choses très bien. Moi j'aime particulièrement par exemple son Gorat, où la Terre va être heurtée par un astéroïde et ils sont obligés de mettre des réacteurs sur la Terre de manière à ce qu'elle bouge un petit peu et ainsi éviter l'astéroïde. C'est un film que j'aime vraiment bien. Donc il a pas mal œuvré dans la science-fiction. Et après, il s'est fait peut-être un petit peu bouffé par le genre, on va dire. Il s'est retrouvé cantonné dans ce registre, si bien que, comme c'est souvent le cas de réalisateurs qui se retrouvent bloqués dans un style spécifique, je pense ici par exemple à Dario Argento, je pense à des gens comme Choryun par exemple, avec ses adaptations de Gulong. Forcément, quand on fait des films dans le même registre encore et encore et encore, à un moment il y a forcément une fatigue qui s'installe, il y a forcément un espèce de déclin artistique qui a lieu, alors que s'il avait pu potentiellement rester un petit peu davantage dans son registre d'origine, ce côté dramatique, ce côté très vie courante quelque part, très proche des gens, très proche du peuple, du petit peuple on va dire, peut-être qu'il aurait eu une carrière plus longue et peut-être plus mémorable. Alors je dis ça d'un autre côté, il sera quand même toujours mémorable pour sa participation en tant que père de Godzilla. Donc c'est quand même déjà pas mal, c'est quand même déjà beaucoup. Je pense que beaucoup de réalisateurs seraient déjà bien contents d'avoir un succès d'une telle envergure. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment, il s'est un peu retrouvé piégé dans ce registre. Mais bon, en tout cas, là, il était sur son tout premier film de ce style. Et donc, il a réalisé Godzilla avec l'aide de quelqu'un d'également très important, Eiji Tsuburaya, qui est le grand maître des effets spéciaux nippon, qui va également être le grand artisan en termes d'effets spéciaux sur toute la série durant l'ère Showa, qui va être également responsable d'Ultraman, enfin de tout un tas de tokusatsu, d'autres éléments essentiels, on va dire, de la pop culture japonaise. Et ça va vraiment être une équipe comme ça qui va se former avec Ishiro Honda, avec Eiji Tsuburaya. On peut également citer Akira Ifukube qui va s'occuper de la musique, qui va faire un thème qui va encore une fois faire date, d'ailleurs peut-être un peu dans le même registre que Ishiro Honda. J'aurais tendance à dire que ça va peut-être
être un petit peu bloqué sur ce thème pendant un peu longtemps. Bon, c'est un avis encore une fois personnel, mais j'aurai l'occasion d'y revenir au fur et à mesure. Et donc, cette équipe, en 1954, elle sort Godzilla en salle et c'est un énorme succès. Et c'est un succès assurément justifié parce que oui, le premier Godzilla est effectivement un très bon film de monstre, un très bon film de catastrophe qui est inscrit dans la culture encore d'après-guerre japonaise, hein, avec évidemment tout le bagage que le fait d'avoir reçu 2 bombes atomiques sur la tête apporte. Donc il y a évidemment un sous-texte par rapport à ça dans Godzilla, avec une véritable nouvelle incarnation de la menace atomique, et aussi également une sorte d'exorcisme par rapport à ces événements de 1945, puisque là où ça a mené à une défaite durant la Seconde Guerre mondiale, dans Godzilla, malgré les ravages, il y a quand même une victoire japonaise au bout du compte, et la possibilité d'avoir un lendemain meilleur. Donc c'est clairement une volonté de revivre, une volonté d'avoir une espèce de catharsis par rapport à ces événements de 1945, mais tout en étant capable de changer la donne et de faire en sorte qu'on ait une fin bien meilleure. Et donc effectivement, très bon film avec un très bon build-up, avec un certain nombre d'événements qui ont lieu. On suit ça sans savoir encore. Bah, évidemment, aujourd'hui, on se doute bien que en regardant Godzilla, on va avoir Godzilla qui apparaît. Mais dans le film, en tout cas, c'est traité de manière très sérieuse et avec un certain sens du suspense, en ne faisant pas en sorte de tout de suite tout nous dévoiler et en nous aiguisant l'appétit quelque part et en aiguisant notre curiosité de manière à ce qu'on soit toujours intéressé par ce qui va se passer à l'écran, avec une première apparition de Godzilla qui, par contre, là pour le coup, sur le papier, je trouve qu'elle est bien. Mais quand on voit sa tête là qui dépasse de la colline, je trouve que la tête est quand même pas super effrayante en termes d'effets spéciaux. C'est pas ce que le film a de meilleur à proposer. Et évidemment, vu que c'est sa première apparition, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux d'un point de vue technique. Après, heureusement, sur tout le reste du film, je trouve que ça passe très bien. Avec un soin durant les séquences de destruction de Tokyo qui sont bien réalisées, qui profitent du fait également qu'elles ont lieu la nuit, donc ça permet de camoufler un certain nombre de défauts par rapport à la créature, par rapport au costume, et ça permet également de créer une ambiance assez onirique qui est tout à fait adaptée par rapport au film. On retrouve également quelques éléments de ce que faisait Honda avant, avec par exemple la description de la vie dans la petite île au début du film, qui était quelque chose qui, si mes souvenirs sont bons, il avait fait un film ou un documentaire sur ce type de sujet, sur la vie dans les îles, les petites îles qui sont autour du Japon, avec des pêcheurs, des choses comme ça. Donc c'était quelque chose qu'il avait déjà travaillé, qu'il avait déjà fait avec ce côté un peu docudrama. Et donc on retrouve des petites touches comme ça qui sont les bienvenues et qui apportent une sorte de fondation réaliste et solide qui permet effectivement de croire encore plus à l'apparition de cette créature je crois qu'elle est censée avoir 30 mètres de haut, il me semble. Après ça évoluera dans les Godzilla par la suite, il aura tendance à grandir. Mais il me semble que dans la première version c'est 30 mètres de haut. Et en tout cas ça marche très bien, c'est une bonne chose d'avoir ces éléments d'exploration de la vie courante au Japon, avec des personnages classiques, un petit peu caricaturaux on dirait aujourd'hui, mais qui sont suffisamment crédibles pour ancrer solidement le récit, avec également un casting assez sympa, puisqu'on retrouve évidemment l'incontournable Takashi Shimura, bien connu évidemment des films de Akira Kurosawa, mais en tant que personnage, en termes de personnage, celui qui est probablement le plus intéressant de tout le film, je pense que c'est le professeur Serizawa, déjà par son apparence, hein, rien qu'avec son espèce de petit patch de pirate, ça pose le personnage, quoi. Et puis parce que le dilemme auquel il est confronté, c'est un espèce encore une fois, d'exorcisme plus ou moins réussi ici
de la bombe atomique, puisque avec son Oxygen Destroyer, il est placé face au même type de dilemme que les scientifiques du projet Manhattan. En gros, est-ce que mon invention risque d'être utilisée pour des besoins militaires et risque de mener à plein de catastrophes et à la mort de tout un tas de personnes. Donc est-ce que je dois continuer dans cette direction? Qu'est-ce que moralement ça veut dire? Quelle est ma responsabilité par rapport à ça? Donc des questionnements qui sont présents à travers le personnage de Serizawa, qui sont parmi, à mon avis, les plus intéressants. Serizawa est le personnage le plus intéressant du film, même si les autres sont un peu plus fonctionnels, mais quand même sympathiques et qui permettent de faire le job, comme j'ai dit, d'avoir suffisamment de référents humains et donc de s'intéresser à ce qu'on voit à l'écran. Dans ce côté évocation de la bombe atomique ou de simplement de la Seconde Guerre mondiale, avec également tous les bombardements qu'il y avait pu avoir avant, on retrouve des scènes de destruction, des scènes de panique de foule qui sont également très très crédibles, très bien réalisées et montées par Ishiro Honda. On sent que ça a été quelque part du vécu et probablement également pour les figurants, et donc ça permet d'avoir des scènes qui sont vraiment très réalistes et qui permettent d'être immergés et de, encore une fois, de faire croire à l'espèce de catastrophe ambulante qu'est Godzilla. Donc tout ça très bien réussi. Après, au niveau des reproches très légers, il faut quand même dire que le film est un petit peu bavard, il y a pas mal de séquences explicatives ou d'exposition du scénario qui aujourd'hui paraissent effectivement un petit peu datées, on va pas se mentir, mais c'est le genre et c'est la période qui voulait ça. Dans les années 50, il y avait forcément ce type de moments pseudo-scientifiques où on parlait à la caméra, enfin en tout cas avec une espèce de cours magistral pseudo-scientifique. Ça peut paraître effectivement un peu daté, mais ça fait partie des codes du genre et ça passe quand même largement bien parce que le film marche dans tout ce qu'il entreprend et est vraiment effectivement un film de qualité qui méritait son succès et qui va donc donner lieu à toute une ribambelle de films par la suite. Et on va tout de suite d'ailleurs passer au second d'entre eux, à savoir le retour de Godzilla, réalisé l'année suivante, en 1955, par Motoyoshi Oda, donc par un autre réalisateur que Ishiro Honda. Oda, dont ce sera d'ailleurs la seule incursion dans l'univers de Godzilla. Il repartira faire d'autres films dans d'autres registres par la suite. Et avec le retour de Godzilla, on commence déjà à voir les débuts d'une certaine formalisation, on va dire, de Godzilla avec l'intégration d'un autre monstre et l'idée que voilà, on va avoir un combat de monstres. Il va y avoir Godzilla, il va y avoir un autre monstre et ça va être la foire d'empoigne entre les deux et ça va être quelque chose qu'on va retrouver dans la grande majorité des Godzilla par la suite. Ça va toujours être le nouveau monstre du jour, un peu comme ça peut l'être dans une série télé type Sentai, type Bioman, Spillvan, ce que vous voulez. Il va forcément y avoir un nouveau monstre qui va arriver. Et c'est quelque chose qui est établi dès le deuxième Godzilla, celui donc de 1955, le retour de Godzilla. Alors, ici, en théorie, Godzilla étant censé avoir été détruit dans le premier, c'est un autre Godzilla qui apparaît, et c'est pas le même. Mais en tout cas, donc c'est deux pilotes qui ont un accident et qui se retrouvent sur une île abandonnée où ils découvrent la présence donc de deux monstres qui sont déjà en train de se battre, à savoir donc un Godzilla et un autre qui s'appelle Anguirus. Qui est très proche d'un... alors je crois que c'est un ankylodon, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que j'ai pas révisé mes dinosaures. Mais voilà, vous me corrigerez le cas échéant. Donc une lutte entre ces deux bestioles qui vont tomber dans la mer, mais ça va être le fil rouge
du film, et ça va être évidemment le grand climax, ce combat entre Godzilla et Anguirus qui va se passer au Japon. On voit déjà un petit problème, j'ai envie de dire, avec ce Anguirus, qui est une créature à quatre pattes. Donc pourquoi pas, évidemment, ça fait sens d'avoir un monstre géant à quatre pattes. Hein. Ils ne sont pas forcément obligés d'en avoir juste deux, mais le problème c'est qu'évidemment derrière c'est des humains, c'est des cascadeurs. Et donc être dans un costume et faire semblant d'avoir quatre pattes quand on est un homme qu'il y en a deux, c'est assez difficile et ça se ressent pas mal. Alors évidemment le cinéaste et Eiji Tsuburaya font en sorte d'essayer de camoufler ça au maximum, mais on voit quand même bien le côté humain dans un costume, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Dans le même temps, je trouve que ce Anguirus, il est quand même beaucoup basé donc, sur l'Ankylodon. Et donc au niveau du design, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus inspiré dans la monstrotech Godzilla. Assez bof, de mon point de vue. Ceci étant, on ne peut pas dire que ce retour de Godzilla soit un mauvais film, parce qu'on a quand même toutes les figures incontournables du genre, et c'est fait avec un certain professionnalisme. Le film a aussi le bon goût d'être assez court, donc on n'a pas trop le temps de s'ennuyer non plus. Ça sent un peu la redite, hein, ça inévitablement, malgré l'inclusion d'un nouveau monstre, mais c'est fait avec un relatif savoir-faire, et donc ça se regarde poliment. Après, on va pas se relever pour lui par la suite, hein. C'est un film qui est vite vu, vite oublié, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus déshonorant dans la longue saga des Godzilla. Donc le retour de Godzilla, ça avait été produit vraiment très rapidement, hein, moins d'1 an dans la foulée du premier Godzilla, et là on a eu une pause beaucoup plus longue, donc entre 1955 jusqu'à 1962, avec le troisième film de la saga et de l'ère Showa, qui est King Kong contre Godzilla. King Kong contre Godzilla qui va être, je crois, jusqu'à l'arrivée de Shin Godzilla, qui va être le Godzilla le plus populaire, en tout cas en termes de box-office, qui va vraiment être le jackpot absolu pour la Toho. On peut comprendre pourquoi, hein, évidemment, avoir ces deux icônes de films de monstres, Godzilla et le fameux King Kong, ça ne pouvait que attirer les foules dans les salles, donc c'est assez logique d'un point de vue marketing. Ici, c'est à nouveau Ishiro Honda qui s'y colle, mais clairement, il a décidé qu'il n'allait pas refaire exactement le même film, qu'il n'allait pas refaire comme Godzilla. Déjà parce que on n'est plus en noir et blanc, comme sur les deux premiers épisodes, mais on passe à la couleur, donc mine de rien, ça change quand même pas mal la donne. Et puis, il choisit une orientation très différente, là où les deux premiers films étaient quand même en mode drame sérieux, voire parfois un peu pompeux. Là, il part sur un côté comédie assumée. Et il part également sur l'idée d'avoir une espèce de critique de la télévision qui était un loisir, un média qui était en train de devenir extrêmement populaire au Japon et qui commençait également à faire de l'ombre au cinéma, le cinéma qui avait été les décennies précédentes le loisir roi au Japon. Et bien comme c'est le cas partout à travers le monde, enfin en tout cas ceux qui étaient suffisamment développés pour pouvoir avoir la télévision dans une majorité des foyers, la télévision était en train de le cinéma, et il y avait un petit peu de guéguerre, on va dire, entre les deux médias, et donc Ishiro Honda s'est pas gêné pour en profiter ici pour taper un petit peu sur la télévision. Et donc l'histoire de ce King Kong versus Godzilla, c'est une société pharmaceutique qui sponsorise donc des émissions de télé et qui veut avoir des meilleurs résultats commerciaux et en termes d'exposition aux médias, et donc il va chercher quelque chose qui serait susceptible d'attirer les foules, et ils vont envoyer une expédition sur une île où se trouverait donc ce fameux King Kong. Ils vont réussir effectivement
à le capturer, l'amener au Japon. Godzilla va lui aussi ramener le bout de sa fraise, même s'il était censé être mort dans le premier. Et voilà, hop, résultat, on va donc avoir l'affrontement titanesque entre King Kong et Godzilla dans cette version de 1962. En soi, faire quelque chose dans la comédie, avec également, en plus de la critique de la télévision, une petite critique de ce capitalisme triomphant qui était en cours au Japon dans les années 60. Pourquoi pas, mais j'avoue que je trouve que la démonstration est un petit peu lourde. C'est pas extrêmement fin, c'est pas super drôle non plus, et donc on se dit que c'était pas forcément l'orientation la plus adéquate pour le film. Alors évidemment, vu que ça a été un succès énorme derrière, après, on va dire que c'était validé et que ça n'avait aucun sens de critiquer, de dire ouais c'est pas super. Mais enfin, artistiquement parlant, je trouve pas que cet aspect comique est ici le plus adroitement géré. Après, c'est pas en soi le problème majeur, je trouve, de ce King Kong contre Godzilla. Pour moi, le problème majeur, c'est King Kong en fait. Parce que contrairement à ce qui avait été fait en 1933 dans la version de Shostak et Cooper, on n'a pas de la stop motion, on n'a pas de l'animation image par image, on a le même système que pour Godzilla, à savoir donc un homme dans un costume. Ce qui fait sens, hein. Effectivement, ça aurait été assez difficile, je pense, de concilier à la fois homme en costume pour Godzilla, animation par image par image pour King Kong. Enfin, d'un point de vue technique, ça aurait été très compliqué. Donc, assez cohérent de leur part d'avoir choisi de faire uniquement le côté homme en costume. Très bien. Sauf que le problème, c'est que le King Kong, il est raté, hein, visuellement, il est moche. Il est vraiment très moche. On est limite dans une espèce de parodie, parce qu'il a une tête de benet pas possible, et dès qu'il apparaît à l'écran, c'est difficile de passer ce café un minimum, hein, quand même, on va pas se mentir. Et évidemment, pour un film qui repose, mine de rien, davantage sur King Kong que sur Godzilla, d'avoir ce King Kong absolument ridicule, ça n'aide pas à tirer le film vers le haut, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le contraire, hein, ça le tire nettement vers le bas. Ce qui est peut-être pas non plus totalement en faveur du film, c'est la description des sauvages sur l'île où se trouve King Kong. Alors qui va être un classique, quelque chose d'assez récurrent dans la série, avec donc une description de sauvages vraiment sous-développés. Enfin, c'est limite un petit peu raciste sur les bords. C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, on va dire, dans ce film et de manière générale dans la série des Godzilla. Après, il n'y a pas dans les Godzilla où il y a ce type de truc, hein. Il y a plein de films de Hong Kong dès que ça se passe dans l'Asie du Sud-Est, où on a une description des locaux qui est assez douteuse. Donc et puis pas que en Asie, hein. C'est la même chose dans les films d'aventure américains ou européens des années 60, c'était souvent pareil. Donc c'était un espèce d'incontournable du film d'aventure de cette époque dans l'hémisphère nord. Mais ça n'a pas forcément super bien vieilli. Tout n'est pas non plus totalement raté, hein, parce que le fait de passer à la couleur, mine de rien, ça amène un côté un petit peu joyeux à l'entreprise qui, quelque part, est également cohérent avec l'orientation plus comédie du film. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez naïf et joyeux à l'écran qui fait qu'on ne peut pas être non plus totalement rabat-joie et dire que c'est une grosse merde, parce que il y a quand même cet aspect sympathique, quoi, malgré tout. Et il y a un savoir-faire japonais quand même, hein, c'était encore on commençait à entrer dans une période déclinante de l'industrie cinématographique japonaise, mais quand même il y avait toujours une qualité de base d'un point de vue technique sur leurs films, et donc c'était encore le cas sur ce King Kong versus Godzilla. Le final
à quelques moments sympatoches. Déjà, le fait de le placer autour du mont Fuji, c'est quand même sympa, puisque c'est le symbole du Japon, et avoir donc Godzilla, King Kong. Bon, plutôt sympa sur cette idée d'avoir cet affrontement entre ces deux monstres dans un endroit aussi iconique. Et puis il y a quelques idées dans la baston entre Godzilla et King Kong qui sont sympas. J'aime bien un moment, il y a je crois que c'est King Kong, oui, qui prend un arbre et qui essaie de l'enfoncer dans la gueule de Godzilla. C'est quand même assez violent, mais je trouve ça plutôt sympa. Par la suite, il y aura des combats de monstres quand même beaucoup moins réussis, je trouve. Mais là, c'est plutôt intéressant à regarder. Il y a ce côté vraiment affrontement titanesque et qui essaye d'en donner pour son argent aux spectateurs, et donc là-dessus, on peut pas vraiment fauter Ichiro Honda. Comme vous avez pu le voir, moi, par rapport à ce que j'en dis ici, je suis pas un gros fan du film. Je trouve que c'est pas terrible. Après, c'est pas la honte totale non plus. Il y aura pire. Et il peut y avoir un certain degré de sympathie qui reste présent et qui fera que peut-être vous apprécierez ce King Kong versus Godzilla versus 1962, version 1962 davantage que moi. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que je sais pas. J'allais dire que le film, la version de 62 est probablement meilleure que la version toute récente là de 2020 ou 21. Mais en fait, je sais pas trop. Je les mettrais un peu dans le même panier en fait, à savoir donc dans des films vraiment pas terribles. Mais en tout cas, comme j'ai dit, gros succès. Et à partir de là, clairement, Godzilla est lancé comme une série. Tomoyuki Tanaka, il comprend qu'il y a vraiment la possibilité de se faire un max d'argent, et il va enchaîner film après film. Ce qui en soi n'était pas quelque chose d'exceptionnel dans l'industrie cinématographique nippone de l'époque. Durant les années 60, ça y allait à fond dans les suites. Si vous vous souvenez, j'avais un peu parlé sur les films de Yakuza, les films de Ninkyo, par exemple les Brutal Tales of Chivalry. Il me semble qu'il y a une dizaine de films dans cette saga. Enfin, il y a vraiment à chaque fois, on trouve très régulièrement des séries de 7 à 8 films. La pivoine rouge, Lady Yakuza, il y a aussi 6 ou 7 films. Enfin bon, c'est vraiment une pratique totalement normale au sein de l'industrie cinématographique japonaise de la période. Et c'est logique donc que ce traitement va être réservé à Godzilla par la suite, suite à l'immense succès qu'a été King Kong versus Godzilla. Et 2 ans plus tard, donc, on a Mothra versus Godzilla, avec toujours Ichiro Honda derrière la caméra. Donc on garde ce côté affrontement de monstres qui a été initié dès le 2e épisode, le retour de Godzilla. Après King Kong, ici on a donc Mothra, la mythe géante, qui est à mon avis une très bonne idée, puisque le film Mothra, qui avait été réalisé un petit peu avant par Ichiro Honda, je trouve, à mon humble avis, que c'est probablement un des tout meilleurs films de kaiju que le Japon ait produit. J'aime énormément le premier Mothra, je trouve que c'est un très bon film. Et c'est un film qui a connu lui aussi un certain succès, donc c'était tout à fait logique de vouloir réunir ces 2 monstres ensemble à l'écran, en étant à peu près certain d'avoir un succès commercial grâce à cette réunion au sommet, surtout après un King Kong contre Godzilla, donc c'est quand même difficile de faire plus iconique, plus fort en termes d'impact, en termes de marketing. Et donc Mothra contre Godzilla, c'est la 2e meilleure option, on va dire, après ce King Kong contre Godzilla. Mais heureusement, ce qui est particulièrement appréciable, c'est que le résultat d'un point de vue artistique est nettement plus réussi que King Kong versus Godzilla. Alors on retrouve pourtant un petit peu des ingrédients qui étaient déjà présents donc dans King Kong versus Godzilla, puisqu'on a à nouveau cette espèce de critique d'un certain capitalisme inhumain qui était alors à l'œuvre dans le Japon des années 1960.
puisque dans Mothra vs Godzilla, on a un œuf géant qui est trouvé sur une plage, et on a un promoteur immobilier qui fait tout ce qu'il peut en son pouvoir, n'hésitant pas à user de moyens assez moralement douteux, de manière à obtenir les droits de cet œuf, dans le but de construire un espèce de parc d'attractions autour, et ainsi de se faire un maximum d'argent au détriment des personnes autour, au détriment de l'environnement et tout ça. Dans cet œuf, évidemment, c'est Mothra, et alors plusieurs Mothra en réalité, enfin c'est des bébés Mothra, et Godzilla à un moment va arriver et ça va castagner entre les deux. Mais donc, comme j'ai dit, je trouve que l'équilibre entre ce côté légèrement comédie, légèrement film noir également, et film de kaiju plus classique, je trouve que là l'osmose se fait davantage comparé à King Kong versus Godzilla. On retrouve également un petit peu de la thématique qu'on trouvera plus tard dans un film comme Les Dents de la Mer, c'est-à-dire avec ce côté les intérêts commerciaux qui sont plus forts que la sûreté des gens, que la sûreté de l'environnement. C'est quelque chose qu'on retrouvera après très régulièrement évidemment dans tout un tas de films de monstres, et c'est assez présent ici aussi dans Mothra vs Godzilla, avec un traitement qui est tout à fait sympathique, tout à fait réussi, et auquel on croit suffisamment. Après évidemment on a le grand combat. Alors, en réalité on a deux grands combats entre Mothra et Godzilla, Mothra au pluriel, qui sont aussi bien foutus, plus satisfaisants à mon humble avis que contre la 8e merveille du monde, contre King Kong. Ce qui n'était pas forcément si gagné que ça, parce que Mothra, étant donné que c'est une créature aérienne, on imagine bien que ça a dû être assez difficile pour les animateurs de se démerder avec leur Mothra, et de donner un combat qui soit à la fois crédible et distrayant à l'écran, mais ça marche plutôt bien. On a également une très jolie photographie. Les couleurs sont très bien rendues et participent grandement à la réussite et au plaisir qu'on peut prendre au visionnage du film. Et donc c'est vraiment un film satisfaisant. Pour moi, Mothra vs Godzilla, dans le cadre de l'ère Showa, fait vraiment partie du tout en haut du panier avec le premier Godzilla. Ça fait vraiment partie des tout meilleurs films de cette période, grâce à un ton mieux maîtrisé que dans King Kong vs Godzilla, grâce à au savoir-faire qui a été également acquis par Ishiro Honda, par Eiji Tsuburaya, par toute l'équipe technique qui était commençait à être assez rodée à ce type d'exercice, à ce stade. Et donc ça se ressent vraiment à la fois rodé et pas également encore complètement dégoûté par l'idée d'avoir à de nouveau faire du Godzilla. Et d'ailleurs à le faire dans des conditions aussi à peu près acceptables, parce qu'au fur et à mesure Tanaka va avoir tendance à rogner de plus en plus le budget, et ça va évidemment rendre la tâche de plus en plus difficile pour les cinéastes et pour les différentes personnes impliquées. On pense évidemment à Eiji Tsuburaya également. Au rayon des très légers reproches, je suis pas super fan des yeux de Godzilla. Alors c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement, la difficulté à faire des yeux crédibles pour Godzilla, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et dès qu'il est question de gros plans sur sa tronche, je trouve que ça marche moyennement à cause des yeux. C'est moins un problème quand on est sur des plans larges, mais dès qu'on est sur des gros plans, c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu tiquer. J'ai du mal à totalement croire à ce que je vois quand je vois ces espèces de dieux type balle de golf, quoi. Une balle de golf un peu camouflée, bof. Et là dans Mothra vs Godzilla, ils ont un petit peu, je sais pas, ils ont un peu fermé à moitié les yeux, et ça lui donne un espèce de côté un peu endormi qui n'aide pas. Alors je pense que l'idée c'était de le rendre un petit peu plus méchant, de le rendre un peu plus intimidant,
Mais là, moi j'ai vraiment l'impression qu'il a envie d'aller faire un petit somme, donc c'est pas totalement satisfaisant d'un point de vue visuel. Après, encore une fois, hein, ça reste un défaut très mineur et ça n'empêche pas de faire donc de ce Mothra versus Godzilla un des tout meilleurs Godzilla de l'ère Showa. La même année, l'équipe est reformée pour faire Ghidorah, le monstre à 3 têtes. Ishiro Honda donc toujours derrière la caméra, Eiji Tsuburaya aux effets spéciaux. Et avec celui-là, on entre vraiment de plein pied, j'ai envie de dire, dans le côté science-fiction totalement assumé. Avant, on était toujours dans ce côté kaiju, film de monstres géants, avec ses propres codes. Avec Ghidorah, le monstre à 3 têtes, là on commence à entrouvrir méchamment la porte à la science-fiction qui était un genre qui commençait à cartonner à travers le monde. Logique, hein, puisque durant cette période, la conquête spatiale commençait à battre vraiment son plein, la conquête spatiale entre l'URSS et les États-Unis, et c'est quelque chose qui a également pas mal marqué les esprits au Japon, avec la science-fiction qui a vraiment réussi à s'ancrer dans l'imaginaire et dans la culture populaire japonaise, ce qui n'était pas forcément gagné dans le sens où si vous prenez l'Asie de manière générale, il y a en fait finalement assez peu de films de science-fiction qui ont été produits si on met de côté le Japon. Alors maintenant c'est en train d'apparaître un peu plus en Corée, en Chine, mais autrement pendant très longtemps, en tout cas particulièrement durant les années 60, il n'y avait pas de films de science-fiction qui venaient de Chine, de Hong Kong, de Corée, de Thaïlande. C'était totalement un genre totalement inconnu et qui visiblement n'attirait pas forcément aussi bien les cinéastes que les foules. Et le Japon, lui, a fait exception assez rapidement. Finalement, il a embrassé la science-fiction et il continue à l'embrasser encore aujourd'hui avec tout un tas d'œuvres diverses et variées en termes de mangas, d'animés, de jeux vidéo, de tout ce que vous voulez, qui sont beaucoup estampillés science-fiction et avec donc un véritable savoir-faire japonais en la matière. Et donc logique d'adapter, d'utiliser l'aspect science-fiction, d'utiliser la popularité de la science-fiction au Japon durant cette période pour l'appliquer à Godzilla et essayer de trouver peut-être quelque chose de différent, d'apporter un peu un goût différent à la franchise, puisqu'on commençait à rentrer un petit peu dans un certain nombre de codes et de formules. Alors sur Ghidorah, le monstre à 3 têtes, on a un scénario qui est assez confus, je trouve, avec d'un côté une espèce de princesse d'un royaume qui est convoité par différents pays, enfin en tout cas en mode guerre froide, quoi. Chaque grande puissance veut l'avoir. Il y a un coup d'État qui se fomente par l'oncle de cette princesse. Mais dans le même temps, on a également un extraterrestre qui va prendre possession de la fameuse princesse et qui va avertir la Terre du risque qu'elle court avec l'arrivée prochaine d'un monstre particulièrement dangereux et qui a éradiqué la planète dont cet extraterrestre est originaire et qui est donc ce fameux Ghidorah, King Ghidorah, Ghidorah, le monstre à 3 têtes. Donc dans cette intrigue un petit peu étonnante, vous ajoutez également une météorite qui est tombée sur Terre et qu'une équipe de scientifiques doit étudier. Vous rajoutez également une espèce de critique de la religion, des sectes, à travers donc la fameuse princesse possédée par l'extraterrestre qui se transforme en une espèce de Cassandre à faire des prédictions. Donc il y a une espèce de côté un petit peu semi-mystique dont on ne sait pas très clairement ce que veut en faire Ishiro Honda. Moi je me dis qu'il a peut-être voulu faire une critique de certains mouvements religieux intégristes ou un peu étranges. Je ne suis pas totalement certain que ce soit le cas, d'autant plus que ici l'espèce de prophétresse
que devient cette princesse, ben, finalement elle a raison sur ses prédictions, donc ça donne un certain crédit, hein, donc le côté critique finalement il est assez réduit. Donc c'est un scénario assez foutraque, hein, on va pas se mentir. J'avoue que je suis pas totalement convaincu par l'efficacité et par l'à-propos de ce scénario qui me semble partir un peu dans toutes les directions sans avoir une idée très claire de ce qu'il veut raconter. Heureusement, au casting, on a Akiko Wakabayashi qui, je pense, n'aura probablement pas laissé indifférent un certain nombre d'entre nous quand ils ou elles auront vu On ne vit que deux fois, hein, le James Bond, réalisé lui aussi dans les années 60 avec Sean Connery, qui a été tourné partiellement au Japon, puisque c'était une des deux Bond Girls et qui, évidemment, était ravissante dans le film de Lewis Gilbert, si je ne me trompe pas, et qui est tout à fait magnifique ici également. Il y a également clairement, enfin, je ne sais pas si c'est clairement, mais je pense que Ichiro Honda était conscient, et Tanaka probablement aussi était conscient peut-être du côté faiblard du scénario, et pour essayer de compenser ça, on a une espèce de surenchère en termes de monstres, puisque il y a le nouveau monstre de service qui est donc King Ghidorah, il y a Godzilla évidemment, mais on en rajoute encore d'autres dans l'équation. On ramène à nouveau Mothra, ici dans sa version larve, et puis on a également Rodan qui avait eu son propre film, hein, comme Mothra, et qu'on intègre donc dans l'univers Godzilla. Alors là voilà, ça y est, on a vraiment la patate de monstre. Donc même si vous n'êtes pas totalement passionné par l'intrigue qui est proposée devant vos yeux, vous aurez au moins ce qu'il faut en termes de ration de monstres, en termes de combat de monstres, en termes de destruction de villes. Je pense que ça a été le calcul fait par Tanaka et Honda. Est-ce que ça fait pour autant un bon film? Bof. Moi, je ne suis pas totalement convaincu par ce Ghidra, le monstre à trois têtes. Je trouve que cette intrigue est vraiment beaucoup trop foutraque, et j'ai du mal à totalement m'investir dans le récit et dans les personnages. Après, le film a quand même quelque chose pour lui, c'est l'arrivée donc de ce nouveau monstre, de King Ghidorah, qui va devenir le némésis de Godzilla, et dont j'aime assez le design, un design partiellement inspiré à la fois des hydres, du folklore, de la mythologie occidentale, mais également de l'Orochi, une créature mythique japonaise qui revient également régulièrement dans la culture populaire japonaise. On pense par exemple à la série des King of Fighters avec Orochi. Il y a eu un film également qui a été réalisé dans les années 90, un film à effets spéciaux par la Toho, qui est très sympa, mais qui a été un four complet. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler quand on fera les Godzilla de l'ère Essay. Et donc inspiré, comme je disais, donc de Orochi, inspiré des hydres occidentales, et qui donne quelque chose d'assez détonnant, et qui a vraiment un visuel assez cool, avec une animation qui a dû être compliqué pour les marionnettistes, mais qui marche plutôt bien, avec des bonnes scènes de destruction quand il intervient à coups de laser, à coups de destruction physique. Et c'est vraiment sympa, et je pense que c'est ce qui sauve le film. On va dire que c'est Ghidorah et Akiko Wakabayashi. C'est vraiment les deux personnalités qui permettent que ce film ne soit pas totalement arrangé du côté ratage. C'est pas terrible, mais grâce à la présence de l'actrice et à la présence de ce monstre, ça permet quand même de sauver les meubles. Après, c'est aussi dans ce film qu'il y a des changements, mine de rien, assez importants qui commencent à apparaître dans la série en ce qui concerne Godzilla proprement dit, avec un anthropomorphisme qui est de plus en plus prononcé. C'est là qu'on a cette fameuse séquence bien connue où les monstres sont en train de taper la discute entre eux, qui est quand même assez limite, assez kitsch.
et qu'on va retrouver après de manière plus ou moins prononcée dans d'autres films de l'ère Showa. Donc enfin ce côté très anthropomorphiste, hein, comme je disais, avec un côté Godzilla qui se comporte comme un humain par beaucoup d'aspects. Et mine de rien, autre changement important pour Godzilla, c'est que jusqu'ici, jusqu'à donc Mothra vs Godzilla, il était à chaque fois le méchant, hein, c'était vraiment celui qui allait tout détruire, c'était une menace à abattre. Mais là, c'est plus le cas avec Ghidorah, le monstre à 3 têtes. Le méchant, la place du méchant est prise par King Ghidorah et Godzilla devient lui un représentant des bons, une sorte de totem tutélaire du Japon, une sorte de défenseur du Japon. Donc un retournement complet par rapport à ce qu'était Godzilla. Alors il y a beaucoup d'explications par rapport à ça. Il y a plein d'articles dans différents livres qui ont été sortis autour de Godzilla. Il y a tout un tas de théories par rapport à ça. Et je pense qu'un certain nombre d'entre elles sont valides. Un élément que j'ai pas forcément beaucoup vu passer sur cette analyse, ou alors peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais je pense qu'il y a également quelque chose qui intervient par rapport à ça, c'est que là où l'atome, le nucléaire, avait été jusqu'ici uniquement associé à la bombe atomique et donc à quelque chose d'extrêmement négatif, dans les années 60, on commençait à avoir une application civile du nucléaire assez importante avec la création, la construction de centrales nucléaires et donc la possibilité ainsi d'avoir une certaine autonomie énergétique. Et c'était un phénomène qui était à l'œuvre également au Japon dans les années 60, hein, puisque c'est en 1966, si je ne me trompe pas, que le Japon a commencé la construction de sa première centrale nucléaire civile. Et là, donc on est en 1964, donc on commence à être dans ce début de changement de mentalité par rapport à ce que représente le nucléaire. Le nucléaire peut être quelque chose de bien et quelque part, Godzilla devient à son tour une créature positive, défenseur du Japon, alors qu'il reste à utiliser avec précaution et qui reste un petit peu dangereux pour le Japon et qui va continuer à faire un certain nombre de dommages sur l'archipel, mais fondamentalement, avec ce film de 1964, il devient un symbole positif et il va le rester pour tout le reste de l'ère Showa. Et l'année suivante, Eiichiro Honda rempile à nouveau, en 1965, donc, avec Invasion Planète X, et là, clairement, on est passé en mode full science-fiction. Autant il y avait quelques éléments dans le premier avec donc la présence de cet extraterrestre, mais d'un point de vue visuel, ça restait assez limité. Là, pas du tout, hein, puisque on est avec des astronautes, ou alors astronautes, cosmonautes. On va dire que là, on les appelait astronautes, vu qu'il y a un Américain dans le tas, et donc ils partent pour une expédition spatiale pour aller sur la fameuse planète X. Qui a été découverte et qu'est-ce qui va se passer sur place? En fait, nos amis astronautes vont découvrir que cette planète X est peuplée par des extraterrestres et qu'elle est également régulièrement dévastée par un monstre géant bien connu puisqu'il s'agit de notre ami King Ghidorah. Et les extraterrestres vont donc demander à nos terriens de pouvoir utiliser Godzilla et Rodan, d'emprunter donc Godzilla et Rodan à la Terre pour que les deux détruisent et bootent King Ghidorah. C'est ce qui va se passer, sauf qu'on va très vite apprendre que ces extraterrestres en fait ne sont pas des gens honnêtes, on ne peut pas se fier à eux et en fait ils veulent dominer la Terre, ils veulent prendre la Terre aux terriens et ils vont utiliser Godzilla et Rodan grâce à un espèce de système de contrôle de l'esprit et donc les terriens vont devoir faire en sorte de briser cette tutelle que les extraterrestres ont mis sur nos deux kaiju favoris. Alors moi j'avoue que dès qu'on est dans la science-fiction spatiale, dès qu'on a des trucs qui se passent dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux, tout ça, je suis très vite content et donc quelque part Invasion Planète X
j'ai tout de suite été satisfait puisque dès les premières scènes du film, on est avec le vaisseau spatial qui part dans l'espace, on a des plans spatiaux. Donc j'étais quelque part déjà conquis par ce Invasion Planète X. Aux commandes du vaisseau spatial, on a un duo assez sympathique avec du côté américain Nick Adams et du côté japonais Akira Takarada. Et je trouve que c'est un bon duo. J'aime bien Takarada, c'est un acteur qui je trouve a toujours une espèce de cote de sympathie assez prononcée, qui avait l'air d'ailleurs très sympathique et qui est décédé il n'y a pas très longtemps malheureusement. Et donc il est très sympa ici à voir à l'écran en duo avec Nick Adams. Nick Adams c'est un petit peu en dessous je trouve, mais ça va, ça marche quand même bien. Et puis moi j'aime bien toujours ces côtés un petit peu production, enfin coproduction internationale, cet aspect un petit peu mélange des nationalités. Donc côté science-fiction spatiale, côté coproduction, mélange des nationalités. Donc rien que pour ça j'ai envie de dire j'étais déjà plutôt conquis. Il faut rajouter également en termes de casting, alors on a perdu Akiko Wakabayashi, mais on a gagné Kuni Mizuno, qui est quand même pas mal non plus, qui est extrêmement mignonne. Donc rien qu'avec ces éléments-là, le film ne peut pas être foncièrement mauvais. Alors le scénario reste quand même assez spécial, il est un peu difficile à croire, enfin, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite les grosses ficelles et les retournements de situation, enfin tout ça est un petit peu convenu et attendu, mais on a envie d'y croire, on a envie de se laisser emporter, parce qu'il y a ce côté science-fiction naïf assez sympathique, il y a ce côté très coloré, et au final ça passe plutôt bien, donc il n'y a pas de raison d'être trop méchant envers ce film. Il propose quand même un certain spectacle visuel qui est tout à fait sympathique. Même si on va pas se mentir, parfois dans le côté science-fictionnel, on a des petits échos, j'ai envie de dire, du gendarme et des extraterrestres. C'est pas forcément à chaque fois super terrible dans certains designs, dans certains costumes, mais c'est quand même plutôt fun. Donc on va pas non plus être faire le rabat-joie, c'est quand même sympa. Ce qui est un peu moins sympa par contre, et c'est quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement par la suite, c'est que le film initie des mauvaises habitudes qui vont avoir lieu à la Toho avec le recyclage d'un certain nombre de séquences à effets spéciaux. Et oui, c'est beaucoup plus simple de réutiliser ce qui a déjà été fait avant plutôt que de nouveau remettre des millions de yens pour faire des séquences à effets spéciaux. Et donc c'est quelque chose qui va être initié dans ce film-là et qu'on va retrouver très souvent dans les films suivants de l'ère Showa. Et autre point positif par contre, c'est que pour une fois on a l'armée qui sert à quelque chose. Alors moi c'est quelque chose sur lequel je suis assez réceptif. Enfin j'aime que les humains soient impliqués et servent à quelque chose. Il y a un certain nombre de fans de films de kaiju qui tout ce qu'ils veulent c'est voir des monstres se taper sur la couenne, et à partir du moment où on leur donne ça ils sont très contents. Tant mieux pour eux, c'est pas mon cas. Moi, voir le côté bataille de catch entre des monstres, c'est pas ce qui m'éclate le plus. Moi j'aime bien quand même quand il y a une histoire qui se tient un minimum, ou qu'en tout cas il y a des thèmes, il y a des choses qui me donnent envie de voir le spectacle. Alors oui, je veux avoir du monstre, oui je veux avoir de la destruction, mais j'aimerais bien avoir des personnages un minimum intéressants et une histoire qui tienne à peu près la route. Et donc à cause de ça, j'aime quand les humains servent à quelque chose dans le récit, qu'ils font vraiment quelque chose, qui se retrouvent pas simplement à se ramener avec la séquence des chars, hop, ils essayent de tirer sur les monstres, ça marche pas, et fini, merci, au revoir, à la suite. Moi j'aime bien quand ça sert vraiment à quelque chose. Et là, mine de rien, il y a quand même un rôle des humains dans l'histoire, ils font quelque chose, ils ont des interactions par rapport aux monstres, et c'est quelque chose qui moi me plaît. Donc clairement, le positif l'emporte sur le négatif. Il y a du négatif dans ce Invasion Planète X, mais beaucoup plus de positif, et ça fait que on a un bon cru
de l'ère Showa. C'est en dessous de Godzilla original, c'est en dessous de Mothra contre Godzilla, mais ça vient juste en dessous de ça, quoi, on va dire. Donc ça reste quand même parmi le top 3, top 5 des films de Godzilla de l'ère Showa. En ce qui me concerne, donc plutôt une relative recommandation sur ce Invasion Planète X. On passe à l'année 1966 avec Godzilla, Ebirah, Mothra, Duel dans les mers du Sud, réalisé par Jun Fukuda. Et c'est donc l'arrivée dans la série de Jun Fukuda, le deuxième réalisateur le plus important des Godzilla en ce qui concerne l'ère Showa. Et c'est donc l'occasion de parler du cas Jun Fukuda. J'avoue que moi, quand j'ai découvert les Godzilla de l'ère Showa, j'ai tout de suite pris en grippe Jun Fukuda et je l'ai très rapidement blâmé pour être le responsable de cette tendance à l'infantilisation de Godzilla et responsable aussi des pires Godzilla de toute la série, de la série Showa, mais de toute la série Godzilla dans son ensemble. Depuis, je dois avouer que j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin et je suis maintenant beaucoup moins dur envers Jun Fukuda. Et ça tient à deux raisons essentielles. La première, c'est que entre-temps, j'ai découvert d'autres films de Jun Fukuda, d'autres films qui sont en dehors de l'univers de Godzilla. Et je dois admettre que c'est des films plutôt sympas de manière générale. En fait, Jun Fukuda, quand il ne faisait pas les Godzilla, il était un peu spécialisé dans des films de gangsters sous James Bond, avec une tendance très orientée comédie en fait. Donc des films assez légers et avec ainsi un tempo assez rapide, quelque chose d'assez rythmé. Et quand on regarde ces films, ben, c'est vrai que c'est plutôt sympa, ça se laisse voir plutôt bien. C'est pas des chefs-d'œuvre, hein, évidemment. Personne ne va dire, je pense, après avoir vu ces films, que Jun Fukuda était l'équivalent d'un Akira Kurosawa ou d'un Masaki Kobayashi, mais ça reste du spectacle plutôt sympathique et bien fait. Et on peut se dire que s'il était resté dans ce type de registre, quelque part, il aurait probablement pu donner le meilleur de lui-même. Mais il s'est retrouvé à un moment donné sur la série des Godzilla. Alors ça tient au fait qu'il avait fait un petit peu avant un film qui était dont le titre m'échappe, mais qui avait des effets spéciaux. Je crois que c'était des Mysterians, je sais plus, j'ai un doute sur le titre, ou The Telegians, je crois. Enfin, en tout cas, il y avait des effets spéciaux dans ce film, et visiblement, ils s'en étaient tirés plutôt convenablement. Et donc, à partir du moment où Ishiro Honda a commencé à avoir une petite fatigue envers Godzilla, une petite fatigue qui était quand même bien compréhensible à ce stade, eh bien, c'est vers Jun Fukuda que le producteur Tomoyuki Tanaka s'est retourné. Donc, Jun Fukuda, qui n'est pas, comme je l'ai dit, en soi un mauvais réalisateur, et donc la deuxième raison qui fait que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et que je blâme beaucoup moins Jun Fukuda qu'avant, comparativement, c'est parce que la tendance à l'infantilisation de Godzilla, à regarder de plus près, en fait, elle avait déjà été initiée quelques épisodes avant avec Ichiro Honda. Donc c'était déjà quelque chose qui était en place et qui doit très certainement plus au producteur Tomoyuki Tanaka plutôt qu'au réalisateur derrière la caméra. En fait, c'est quelque chose qui est important à dire, je pense, c'est que la série des Godzilla, prise dans son ensemble, c'est plus des films de producteurs que des films de réalisateurs. En fait, les réalisateurs se retrouvent souvent à être de simples exécutants qui ont du mal à vraiment pouvoir mettre leur touche personnelle dans les films. Alors Ichiro Honda est un petit peu l'exception parce que c'est lui qui a quand même fait le premier film. Il a réussi, comparativement à d'autres, à garder quelques caractéristiques de son cinéma, ou en tout cas certaines idées fortes qu'il avait, avec des messages relativement optimistes, avec une volonté de montrer des peuples unifiés, des choses comme ça. Donc ça, il a quand même réussi à garder certaines caractéristiques, mais c'est plus l'exception que la règle. Et souvent, la plupart des réalisateurs se sont retrouvés à faire les exécutants pour Tomoyuki Tanaka. Et cette évolution de la série donc vers l'infantilisation, qui a été donc initiée avant l'arrivée de Jun Fukuda, quelque part, elle fait sens parce que c'est
la dégénérescence quasi inévitable et normale de toute série à partir du moment où on fait un grand nombre de films. C'est le cas de, on pourrait prendre, je sais pas, Star Wars avec Dark Vador, qui devient un personnage relativement positif. La même chose avec, je sais pas, Freddy sur Les Griffes de la Nuit. Toute série, les Cénobites aussi, quelque part, c'est un exemple assez extrême avec les Hellraiser. Enfin, il y a cette espèce d'évolution quasi inévitable où les personnages qui étaient des forces de destruction, des représentations du mal, deviennent des objets de pop culture et donc deviennent finalement intégrés à notre quotidien et deviennent des personnages positifs. Et dans le même temps, on a également une tendance à la comédie, à la parodie qui s'installe, et c'est quelque chose qui s'est vraiment fait de manière emblématique sur les Godzilla. Là, à partir de cette période de la deuxième moitié des années 60 jusqu'à la première moitié des années 70, on est vraiment dans le mode Godzilla, l'ami des enfants, et non plus Godzilla, le roi des monstres. Heureusement, on va dire que sur le premier film de Jun Fukuda, c'est un film sur lequel, vu qu'il était relativement nouveau, il est capable d'imprimer ses forces davantage que ses faiblesses. Donc c'est un film qui se passe autour de quelques personnages, 3 personnages de jeunes qui sont à la recherche du frère de l'un d'entre eux. Pour ça, ils prennent possession d'un bateau et en fait, ils découvrent que dans ce bateau, il y a un gangster un peu au grand cœur, un peu en mode Han Solo. Et ce petit groupe va se retrouver sur une île qui est en fait la base secrète d'une organisation terroriste criminelle et qui est protégée par un kaiju, un monstre géant du nom de Ebirah. Et évidemment, à un moment, Godzilla va arriver et ça va être la baston entre les deux. Et comme vous voyez, dans ce synopsis, on a déjà quelques éléments de sous James Bond avec cette espèce d'organisation qui rappelle un peu le Spectre, l'île et la manière dont ils exploitent les indigènes. Ça fait aussi un petit peu penser à Dr. No. Donc il y a cette vibe sous James Bond typique de Jun Fukuda. Il y a également une vibe film d'aventure qui, elle, n'est pas vraiment nouvelle dans le cadre de l'univers de Godzilla. Mais ça marche plutôt bien parce que c'est en phase, on va dire, avec l'esprit Jun Fukuda, avec ce côté assez léger, avec ce côté un peu pop et coloré, et il est également capable d'imprimer ce tempo assez élevé, le fait qu'il n'y ait pas trop de temps mort dans l'histoire. Le film est assez court également, ce qui est plutôt à son avantage. Donc vraiment, Jun Fukuda sur ce film est capable d'imprimer ses qualités et faire de ce Ebirah quelque chose d'assez léger et sympathique. Évidemment, personne ne va dire que Ebirah est le meilleur film de Godzilla. Clairement, ça n'est pas le cas, mais c'est plutôt divertissement, assez vite vu, assez vite oublié. Le côté kaiju d'ailleurs du film est finalement assez anecdotique. Ebirah, c'est un espèce de homard géant qui est pas particulièrement mémorable. Il a le fight contre Godzilla, donc comme il se doit, hein, à partir du moment où on a un film de kaiju, mais il n'y a rien de particulièrement transcendant dans cet affrontement. Ça fait le taf minimum et c'est à peu près tout. Mais on va dire que pris dans cette dernière phase de l'ère Showa, cette phase décadente de l'ère Showa, c'est parmi ce qu'il y a de plus sympathique à voir. Et donc sur Ebirah, vraiment, comme j'ai dit, Jun Fukuda avait été capable d'imprimer ses qualités. Malheureusement, sur le film suivant, ça va plutôt être ses défauts qui vont ressortir, puisqu'il s'agit du fils de Godzilla, réalisé en 1967. Et alors c'est un film qui est nettement plus laborieux, contrairement à son alter ego précédent, avec encore une fois on est sur une île. Ils aiment bien les îles hein, dans la série des Godzilla à partir de là. Donc une île sur laquelle il y a des scientifiques qui font des expériences et qui essayent en fait de contrôler la météo. Et cette expérience, à un moment, ça va dégénérer, ça va transformer certains des animaux de l'île en des créatures géantes. Donc on va avoir des mantes religieuses géantes. Et celles-ci vont découvrir un œuf géant aussi,
et qui est en fait un œuf de Godzilla, et donc on va avoir un Godzilla Junior qui va éclore et qui va amener l'arrivée de Godzilla père ou mère, c'est pas forcément très clair, donc on va avoir également le mini Zilla, c'est comme ça que je vais l'appeler, même si son nom je crois c'est Mia. Mini Zilla donc qui va être pris en main par son père ou sa mère sur des séquences assez surréalistes où il va lui apprendre à faire diverses activités qu'un Godzilla normal doit faire. Donc comme j'ai dit, toute la mise en place de l'intrigue est assez laborieuse, ça prend quand même une bonne demi-heure pour pas forcément grand chose. Les personnages sont pas particulièrement passionnants. Alors les personnages dans les Godzilla en général sont jamais très réussis, à quelques exceptions près. Mais là c'est vrai que ça reste vraiment très anonyme, que ce soit dans les performances ou dans les personnages. Alors il y a un personnage de journaliste qui intervient, qui a un petit peu plus de personnalité, mais ça reste quand même assez léger. On n'a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent en termes de kaiju, puisque ce sont juste des insectes qui sont transformés en des créatures géantes. Donc on a une menthe religieuse, enfin des menthes religieuses, et on a également une araignée qui va arriver à un moment donné. Voilà, c'est pas particulièrement passionnant. Et puis surtout, on atteint le pompon du kitsch et du ridicule avec ce mini Zilla qui a un design. Alors ils ont essayé manifestement de faire quelque chose qui soit un petit peu kawaii, qui soit donc à la fois Godzilla, mais dans le côté plus mignon et donc plus susceptible de plaire au public enfantin. Et franchement, ça donne un truc assez hideux, hein, on va pas se mentir, c'est quand même très moche. Et donc toutes les scènes avec Mini Zilla, ça plombe méchamment le film. On est en plein dans le ridicule total. Il faut voir quand même la fameuse séquence où Godzilla apprend à Mini Zilla à utiliser son souffle atomique, avec la musique parodique en fond. C'est absolument consternant. Alors si vous êtes avec des amis dans une soirée pizza avec de la bière et de la vodka qui coule à flot, ça peut passer, à mon avis, vous pouvez passer un bon moment. Mais si vous le regardez au premier degré tout seul, vous allez être logiquement assez consterné. Alors il y a évidemment un but de faire un espèce de parallèle entre ce qui se passait pour les enfants, hein, qui était la cible principale de ces films, donc l'éducation que connaissaient les enfants chez eux. Et bien là ils voient une espèce de version Godzilla-esque de ça, et donc il y a un côté un peu parodie, parallèle avec leur propre vie. Bon voilà, on voit l'idée, mais ça donne quand même quelque chose d'assez ridicule à l'écran. Et donc avec le fils de Godzilla, ouais, on commence vraiment à atteindre les tréfonds de la franchise, même si il y aura encore pire un petit peu plus tard. On passe à 1968 avec le retour de Ishiro Honda derrière la caméra sur Les Envahisseurs attaquent. Alors on est toujours avec une île, cette fois-ci c'est une île qui s'appelle l'île des monstres, puisque c'est une île où on a parqué tous les kaijus. Donc tous les kaijus qu'on connaît, hein, ils ont été mis sur l'île des monstres et ils sont tranquillos à s'amuser et en train d'être étudiés par des scientifiques humains. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, ces monstres disparaissent et ils réapparaissent dans nos grandes villes et ils commencent à détruire toutes nos capitales à travers le monde. Et donc une équipe d'humains va être envoyée pour enquêter, une équipe d'astronautes qui vont revenir d'une mission spatiale et qui vont donc aller sur l'île des monstres pour découvrir ce qui est en train de se passer. Et évidemment, on va revenir dans les sillons habituels de l'univers Godzilla, puisqu'il va s'agir en fait d'extraterrestres qui contrôlent les monstres et qui veulent prendre possession de la Terre. Et donc il va falloir annuler cette prise de possession des monstres par les extraterrestres. Voilà, c'est une intrigue qui commence à sentir franchement le réchauffer au sein de l'univers Godzilla. Mais tout comme c'était le cas sur Invasion Planète X, il y a quand même toujours cet esprit science-fiction japonaise, un peu naïve, un peu pop et colorée, qui permet de faire passer la pilule. On a quelques scènes spatiales, on a des séquences avec des pistolets laser, ce genre de choses, qui sont plutôt sympathiques si vous aimez ce type de spectacle, comme c'est mon cas. Donc ça fait passer la pilule d'un scénario déjà rabâché. On a également quand même, mine de rien, pas mal de séquences de kaiju,
Donc ça c'est plutôt sympa également. Ça vole pas très haut, hein, mais j'ai envie de dire que par rapport au fils de Godzilla, on revient à quelque chose d'un peu plus sympathique et un peu plus regardable. Et puis évidemment à la fin on a le retour de King Ghidorah en tant que grand méchant de service, comme il est devenu le grand méchant de la série des Godzilla, hein, depuis les films précédents d'Ichiro Honda. Mais alors là c'est assez triste, je dois dire, parce que le pauvre King Ghidorah, avant, dans les films d'origine, il avait vraiment ce côté monstre ultra balèze, vraiment boss de fin de niveau, où il allait en donner du fil à retordre. Mais alors là il s'est devenu quand même un peu l'ombre de lui-même, et il se fait ratonner par l'ensemble des autres kaiju. Ils se mettent tous ensemble et ils le défoncent. Le pauvre King Ghidorah, il est assez ridicule en fait dans cet épisode, et il se prend sa raclée. C'est assez triste pour ce monstre puissant qui avait quand même relativement impressionné lors de sa première apparition dans Ghidorah, le monstre à 3 têtes. Ben là, ça y est, lui aussi, il a atteint quelque part sa dégénérescence absolue, et c'est devenu l'ombre de lui-même, et il se fait bastonner en groupe, et il n'est pas capable de faire grand-chose. C'est assez triste quelque part, mais on va dire que c'est symbolique de ce qu'est devenu la série Godzilla quelque part, même si, comme je l'ai dit, Les Envahisseurs attaquent n'est pas le plus mauvais de la série durant cette période. Le plus mauvais, malheureusement, ça va pas être loin de l'être avec le suivant de 1969, Godzilla's Revenge, la revanche de Godzilla, et qui est un film assez triste parce que c'est une sorte de climax en ce qui concerne le côté recyclage incessant des séquences d'effets spéciaux de la série. Alors j'avais déjà parlé du fait qu'ils avaient commencé à partir de films comme, je crois que c'était Ghidorah, le monstre à 3 têtes, ou Invasion, Planète X, je ne sais plus très bien, un des deux, qui donc commençait à vraiment recycler systématiquement les séquences d'effets spéciaux des films précédents. Et donc on atteint vraiment le niveau ultime avec ce Godzilla's Revenge, qui est pourtant réalisé par Ichiro Honda, et ce qui rend sa vision quelque part d'autant plus triste. Et pourtant, c'est un film qui a des bonnes intentions et qui part sur un concept a priori intéressant, puisqu'on suit un petit enfant qui n'a pas la vie facile, qui est d'un milieu assez pauvre, assez populaire, et qui a des ennuis avec d'autres gamins du quartier qui n'arrêtent pas de le bully, qui abusent de lui. Et il va en fait trouver un refuge dans l'univers de Godzilla. Il va s'imaginer arriver sur l'île des monstres, devenir poteau avec Minizilla, et ensemble en fait ils vont essayer de gagner une certaine confiance en eux, et ainsi pouvoir surmonter les obstacles de leur vie respective. Donc un message clairement positif que Ichiro Honda voulait transmettre à la nouvelle génération d'enfants japonais, et donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait louable, d'autant plus que, mine de rien, ce qui est assez intéressant dans le film, c'est que la description qui est faite du Japon est assez noire. On a vraiment des plans avec beaucoup d'industrie, d'usines, avec une vision assez grise du Japon, avec un côté un peu le côté obscur du miracle économique japonais. Et donc ça, quelque part, c'est relativement nouveau et relativement osé pour un film qui est destiné à la jeunesse. Donc il y a cet aspect potentiellement intéressant, mais le problème, c'est que en fait, le film est quasiment un 2 en 1, à la Godfrey-Ho. Hein, si vous êtes un habitué de Nanarland, vous savez ce que c'est. Donc c'est des films qui étaient produits. Alors il y a eu d'autres films, d'autres tendances comme ça avant, mais les plus emblématiques, c'est ceux qui ont été produits par la Filmark et la IFD à Hong Kong dans les années 80, donc des films de ninja et des films de kickboxing qui reprenaient des séquences d'autres films qui avaient été achetés en Corée du Sud, aux Philippines, à Taïwan, en Thaïlande. Et il y avait une espèce de tentative de Frankenstein où il coupait en gros la moitié du film original. Ils tournaient des nouvelles scènes avec des acteurs occidentaux, et ils essayaient d'obtenir un film cohérent, ou plus ou moins cohérent, à partir de ça. Et donc ça a eu son petit succès, on va dire, durant la période des années 80, début 90. Et on retrouve un peu de cette pratique ici avec Godzilla's Revenge, où on a donc droit à tout un tas de séquences tirées des
films précédents et qui sont donc mises ici afin d'occuper un maximum de temps de métrage et d'ainsi d'avoir une production au rabais quelque part. Et c'est vraiment triste, d'autant plus que le film est super court, il fait à peine plus d'une heure et donc ça veut dire qu'on a en réalité genre 30 minutes de métrage nouveau. C'est assez triste quelque part de voir un réalisateur comme Ishiro Honda qui a quand même une vision assez personnelle, qui avait quand même une idée derrière Godzilla, une idée sérieuse, de le voir obligé de faire un film de cette nature, un film vraiment au rabais, même si, comme j'ai dit, ses intentions par rapport aux enfants étaient certainement positives, mais le résultat est hélas assez triste à regarder, d'autant plus que Minizilla, il était ridicule dans Le Fils de Godzilla. Il n'est pas beaucoup mieux ici dans Godzilla's Revenge, malheureusement, il est quasiment tout aussi ridicule. Et d'autant plus qu'ici maintenant ils le font parler, donc ça n'arrange pas les choses. Et toutes les séquences où il apparaît, malgré, comme je l'ai dit, les bonnes intentions de Ishiro Honda, sont juste kitschouilles à mort. Et donc vraiment, hélas, on est face à un des pires films de Godzilla, malheureusement. On saute 2 années, on arrive en 1971 avec Godzilla vs Hedorah, réalisé par Yoshimitsu Banno. Donc un nouveau réalisateur, dont ce sera d'ailleurs l'unique Godzilla, mais il a au moins le mérite d'apporter un peu de sang neuf, un peu de fraîcheur, là où on commençait à sentir quand même méchamment le déjà-vu dans les intrigues. Non pas que l'intrigue de Godzilla contre Hedorah soit particulièrement novatrice, mais on sent qu'avec ce film, on entre de plein pied dans les années 70. Et ça, quelque part, c'est une bonne chose. Ça apporte quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'il y avait dans la série jusqu'ici. Donc ce côté années 70, il est présent à travers les personnages humains qui sont des jeunes qui vivent vraiment dans cet univers un petit peu hippie qui était très en vogue à l'époque. Donc avec beaucoup de scènes de danse, avec de la musique à la mode, avec de la drogue, avec tout ce côté donc un peu hippie qui était très populaire. Et ça se retrouve également dans la manière de réaliser, avec des cadrages assez biscornus, avec l'utilisation de zoom, avec tout un tas de techniques un petit peu expérimentales qui étaient très en vogue également dans le cinéma nippon des années 70. Donc ça, c'est quelque part une bonne chose parce que ça procure une personnalité propre à Godzilla contre Hedorah à travers le travail de Yoshimitsu Banno. Il y a un autre aspect qui fait que le film est dans l'air du temps, c'est que durant les années 70, c'est un moment où il y a vraiment eu une prise de conscience par rapport au danger de la pollution, et c'est vraiment au centre de Godzilla contre Hedorah, puisque Hedorah est en fait une manifestation physique des dangers de la pollution. C'est une espèce de gros nuage de bactéries qui a pris une forme solide et qui va affronter Godzilla. Donc le concept est plutôt bon, c'est dans l'air du temps, ça a encore quelque part du sens aujourd'hui, puisque la question de la pollution et de l'évolution climatique est au centre de nos sociétés. Malheureusement, là où le bas blesse légèrement en ce qui me concerne, c'est que le design de Hedorah, et je trouve, n'est pas particulièrement convaincant. On sent bien que quand l'acteur est dans son costume, il a du mal à rendre notre Hedorah particulièrement crédible et dynamique. Banno, manifestement, en est conscient, donc il le fait voler, il essaie de trouver des trucs de manière à ce que ça reste des affrontements dynamiques avec Godzilla. Le résultat est mitigé, à mon avis, d'autant plus qu'il part dans des directions qui sont parfois un petit peu trop cartoonesques. Je pense ici, par exemple, à la manière dont Godzilla utilise son souffle atomique pour voler. Là, c'est vraiment trop, à mon humble avis. C'était probablement d'ailleurs une réaction à la concurrence avec Gamera. Gamera qui était capable de voler, et donc il y avait probablement une idée d'essayer de faire quelque chose du même tonneau, mais là je pense que ça va beaucoup trop loin. Et donc malheureusement, avec un antagoniste qui part sur des bonnes bases, mais qui est pas totalement convaincant visuellement,
le film a du mal à être totalement réussi. C'est dommage parce qu'il y a quand même des bonnes choses par-ci par-là. Il y a quelques plans assez réussis. Il y a un plan de coucher de soleil avec Hedora au premier plan par exemple qui est vraiment joli. Il y a quelques idées comme ça visuelles qui parsèment le film. Donc c'est un pas dans la bonne direction, ce Godzilla versus Hedora, après la dégénérescence qui avait lieu dans la série à travers ce que faisait malheureusement Ishiro Honda à ce stade et Jun Fukuda. Mais c'est pas totalement satisfaisant, pas totalement réussi. Alors je sais que le film a ses fans, il y en a qui aiment beaucoup Godzilla versus Hedora. Moi je trouve que c'est très mitigé comme résultat. Je vois qu'effectivement il y a des trucs intéressants, mais ça reste pas suffisamment abouti pour me convaincre en ce qui me concerne. Donc comme je l'ai dit, Yoshimitsu Banno ne sera pas de nouveau réquisitionné pour les Godzilla et on va passer de nouveau à un film réalisé par Jun Fukuda avec Godzilla versus Gigan qui date lui de 1972. Jun Fukuda qui essaye également d'embrasser cette nouvelle culture de jeunes qui est en train de se mettre en place au Japon, avec son personnage principal qui est un auteur de manga qui est engagé par un parc d'attractions, typé Godzilla, et pour qu'il fasse des nouveaux designs. Et en fait, il va se révéler que derrière ce parc d'attractions, il y a des extraterrestres qui veulent manipuler les kaiju et ainsi conquérir la Terre. Voilà, bon, on revient dans le scénario type de la série, hein, c'est vraiment devenu le truc de base maintenant. Malheureusement, certaines des bonnes idées qui sont présentes dans Gigan ne sont pas très bien exploitées. Le côté manga, par exemple, finalement, ça ne mène pas à grand chose. Le côté pas d'attraction aussi, qui aurait pu donner quelque chose d'assez intéressant visuellement, et peut-être un commentaire sur l'exploitation qui était faite de Godzilla, ça mène finalement à rien. On a juste un espèce de bâtiment en forme de Godzilla qui est pas particulièrement réussi d'ailleurs en termes d'effets spéciaux et de design. Donc c'est pas très convaincant dans l'intrigue. Après le reste de l'intrigue, comme je l'ai dit, hein, c'est le truc habituel de la série à ce stade, donc rien de nouveau, personnage basique. Pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent, hélas, dans ce Godzilla contre Gigan. On a donc un nouveau kaiju avec ce Gigan qui va s'allier avec King Ghidorah contre Godzilla et Anguirus dans un fight assez long et un petit peu laborieux, moi je trouve. En tout cas, je le trouve pas super réussi, qui est très orienté catch. Le catch était en train de devenir très populaire au Japon durant cette période, et tout particulièrement auprès des enfants, donc c'est assez logique que la série s'en inspire, mais je trouve que ça nuit à ce côté kaiju, et ça devient vraiment trop anthropomorphique et trop ridicule. On a même par exemple Godzilla qui nous fait le Ali Shuffle et qui se met à donner des coups de poing sur les différentes têtes de Ghidorah. C'est quand même bien ridicule, c'est un peu rigolo, hein, on va pas se mentir, mais ça n'aide pas vraiment à iconiser le roi des monstres, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis Gigan, ouais, son design, moi je suis pas convaincu. Je trouve que ça a un côté un peu générique, côté nouveau monstre de service d'une série tokusatsu. Non pas que tous les monstres des séries tokusatsu soient mauvais, hein, c'est pas le cas, il y en a des très bien. Mais vu que dans ces séries tokusatsu, généralement, il fallait sortir un nouveau monstre par épisode, évidemment, les designs ne pouvaient pas être extrêmement recherchés. Et il y avait toujours une tendance un peu à recycler certains trucs ou à rester dans un certain nombre de conventions du genre. Et là, je trouve qu'il y a un peu de ça avec Gigan. On rajoute juste des lames sur les bras, on met une scie ici, et puis voilà, roule ma poule, on a un nouveau kaiju. Je trouve que c'est quand même pas particulièrement inspiré comme design, et donc ça donne un film très mineur, très accessoire, assez je dirais pas que c'est pas le plus ridicule. Il y a pire, il y a eu pire avant avec des films comme Godzilla's Revenge ou bien Le Fils de Godzilla, et il y aura encore pire après, mais c'est quand même vraiment pas terrible.
Et donc je vous disais que il y allait avoir pire, et le pire va arriver dès l'année suivante, en 1973, toujours grâce à Jun Fukuda avec Godzilla versus Megalon, qui est vraiment pour moi un des pires de la série. Dans Godzilla vs Megalon, ça part pourtant de manière relativement sérieuse, puisqu'on a droit à un essai nucléaire qui va déranger une civilisation sous-marine, qui va s'inquiéter des abus réalisés par l'humanité, et qui va donc décider, pour se venger, de lâcher sur le Japon son dieu kaiju, qui s'appelle Megalon. Et évidemment, on va avoir droit à une baston avec Megalon et Godzilla. Mais Godzilla peut compter sur l'aide d'un allié, un allié qui se trouve être Jet Jaguar. Jet Jaguar, c'est vraiment le personnage emblématique de la décadence totale de la série Godzilla. C'est un personnage qui est manifestement inspiré des séries de tokusatsu qui étaient en vogue à l'époque. Il y a un côté très Spectreman dans cette capacité de pouvoir grandir et rétrécir. Mais au niveau du design, il est juste ridicule. Il a toujours une espèce de grand sourire béat sur sa tête qui est particulièrement irritant. Il a des couleurs super flashy sur sa combinaison. Enfin, c'est vraiment le symbole du côté enfantin dans lequel s'est totalement enfoncé la série des Godzilla à ce stade. Encore une fois, soirée second degré avec des potes, ça peut donner quelque chose de très fun. Mais au premier degré, c'est juste insupportable. On a également Gigan qui revient. Megalon, pareil, son design est vraiment pas réussi. Je lui fais le même type de reproche que Gigan. Fight, tendance, catch, encore une fois. Donc on est vraiment dans la continuation, mais la continuation dégoulinante de Godzilla versus Gigan, et ça donne quelque chose de fondamentalement ridicule et très kitsch. Donc c'était nul, mais ça n'empêche pas Jun Fukuda de continuer sur sa lancée avec, en 1974, Godzilla versus Mechagodzilla. Donc l'arrivée d'une autre créature, bon ici c'est un robot, en tout cas un autre personnage emblématique de la série des Godzilla. Donc ça, de ce point de vue-là, on va dire que ce film est relativement important. Pour autant, ça n'est pas vraiment une entrée en force, en tout cas de mon point de vue, en ce qui concerne le scénario ou la manière dont il est exploité. Pourtant, il y a au moins l'idée de vouloir placer l'action un petit peu ailleurs que dans les endroits habituels du Japon. Et ici, donc, ça se passe à Okinawa, donc ça c'est plutôt bienvenu, puisque comme ça nous permet de voyager un petit peu et de voir un peu d'Okinawa. Okinawa, donc, sur laquelle on va trouver un temple avec une divinité, King Caesar, donc, avec une prophétie également qui est liée, qui annonce l'arrivée de monstres géants qui vont détruire des cités. Et effectivement, ça ne tarde pas à arriver. Godzilla arrive, se met à ravager une ville. Anguirus, qui est là pour essayer de l'arrêter, il le défonce également. Donc c'est un Godzilla assez méchant là, qui n'a pas envie d'aider l'humanité. Jusqu'à ce qu'apparaisse en fait un autre Godzilla, et donc on a un combat Godzilla contre Godzilla, puisqu'en fait il s'avère que le premier Godzilla qui est apparu n'est pas un vrai Godzilla, c'est un Mecha Godzilla qui est utilisé donc par des extraterrestres, comme c'est original. D'ailleurs, ces aliens, ils ont des visages de singes, donc là encore une fois, on retrouve des éléments tiré de Spectreman avec le docteur Gory, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc des éléments, encore une fois, repris de Tokusatsu, qui lui-même a des séries Tokusatsu, qui elle-même avait repris certaines de ses idées de films hollywoodiens populaires, type La planète des singes. Et donc tout ce beau monde va finir par se bastonner. King Caesar va donc se révéler être un kaiju également, et ça va fighter contre Mecha Godzilla. Mecha Godzilla, bon design, et le fait qu'il soit blindé d'armes en tout genre le rend assez sympathique. Ça amène un petit peu de surprise, on sait pas trop ce qu'il va nous faire face à Godzilla, et ça crée une menace un minimum crédible. Alors après, ça reste quand même un Godzilla fin des années 60, début 70, donc un Godzilla
avant tout fait pour les enfants et qui va donc pas très loin dans la violence, mais il y a quand même un petit effort supplémentaire, on va dire, pour faire de ce Mechagodzilla une menace crédible, et c'est à mettre quand même au crédit de ce film de 1974. Autant Mechagodzilla est plutôt une bonne idée, même si la manière dont il est utilisé est à mon avis assez limitée en termes de potentiel scénaristique, et ce sera d'ailleurs utilisé de manière beaucoup plus intéressante à mon humble avis sur les séries suivantes. Autant King Caesar, lui par contre c'est moins ça hein, en termes de design. Ils ont repris en fait un peu l'espèce de lion chinois, ce qui fait sens quelque part, hein, puisque Okinawa, avant d'être japonais, c'était un royaume indépendant qui était à mi-chemin entre la Chine et le Japon, et donc qui était à la confluence de ces deux grandes influences, et donc c'est normal qu'on retrouve ici quelques éléments issus du folklore populaire chinois, mais ça donne pas forcément quelque chose de très convaincant, je trouve. C'est toujours mieux que Jet Jaguar, mais est-ce qu'on peut faire plus mauvais que Jet Jaguar? C'est difficile, mais voilà, ça reste quand même assez anecdotique et pas vraiment terrible d'un point de vue visuel. Pour un film qui reste à nouveau dans les sillons classiques des Godzilla de la période et qui est légèrement sauvé par la présence donc de Mechagodzilla. Et on va terminer cette série Godzilla de l'ère Showa avec donc le tout dernier film de cette série qui date de 1975 et qui voit le retour final de Ishiro Honda et qui s'appelle Mechagodzilla Contre-Attaque. Dans Mechagodzilla Contre-Attaque, donc on est dans la suite directe de Mechagodzilla, de Godzilla versus Mechagodzilla, avec une expédition qui cherche à récupérer les restes de Mechagodzilla. Malheureusement, un autre kaiju apparaît et met en échec une telle expédition. On a une enquête d'un policier d'Interpol avec un biologiste marin et qui vont découvrir donc l'existence d'un complot fomenté par des extraterrestres à nouveau pour contrôler le monde et qui pour ça font appel à un espèce de professeur déchu qui a absolument renié tout espoir envers l'humanité et qui est accompagné de sa fille qui se révèle en fait être un robot. Et évidemment, à un moment donné, Godzilla va faire son apparition et tout ce beau monde va se mettre sur la gueule comme il se doit. C'est un film qui a quelques éléments qui sont intéressants. La relation entre ce professeur devenu extrêmement noir avec sa fille, en tout cas ce qui reste de sa fille sous cette forme de cyborg, a un certain potentiel. Il y a quelques éléments qui sont intéressants. On sent que Honda essaye un minimum de développer la relation. C'est pas totalement réussi, mais le fait qu'il y ait une tentative dans ce sens permet d'amener un petit degré supplémentaire d'émotion par rapport à ce que la série à ce stade nous a habitués. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a quelques idées par-ci par-là qui sont pas désagréables. Par exemple, quand il y a la base où on voit Mechagodzilla, il y a quelques idées comme ça de science-fiction avec des éléments visuels plutôt cool. Donc on trouve quelques éléments sympathique. Après, ça reste quand même un de ces espèces de Godzilla, comme j'ai dit, de seconde zone, de seconde partie de l'ère Showa, à partir donc de l'arrivée de Jun Fukuda, même si, comme j'ai dit, c'est pas forcément lié à Fukuda lui-même, et donc avec un côté quand même très léger, voire carrément infantilisant, donc qui ne va pas très loin dans le côté dramaturgique, avec des designs qui sont pas super inspirés en dehors de Mechagodzilla. Donc là, on a une espèce de nouveau kaiju, le Titanosaurus, je crois, qui est pas terrible, à mi-chemin entre un dinosaure et une girafe. Ouais, je suis pas totalement convaincu personnellement. On tombe pas dans les tréfonds du film avec de Jet Jaguar ou du fils de Godzilla, ce genre de trucs qui sont quand même, ou la revanche de Godzilla, qui sont quand même les tréfonds de la série, mais ça reste
très très vite oubliable, hein, il n'y a vraiment rien de particulier. On est quand même dans un espèce de processus un peu de pilotage automatique de la série sur la base de ce qui avait été fait à partir de la fin des années 60, avec donc un certain nombre de constantes, ces espèces d'extraterrestres qui veulent prendre la possession du monde, ce genre de choses, Godzilla qui revient à la rescousse, donc tous les codes qui étaient maintenant devenus solidement ancrés dans la série, malheureusement j'ai envie de dire, et qui sont donc bien présents ici à nouveau. C'est pas le pire, mais c'est clairement très très loin d'être le meilleur. Et voilà, donc on a terminé avec l'ère Showa des Godzilla. Donc une ère vraiment entre deux eaux, avec un début fort, avec quelques sursauts de temps en temps, surtout grâce à la présence de Ishiro Honda, mais qui a quand même inévitablement et de manière systématique plongé de plus en plus vers un côté infantilisant, vers un côté très quasi parodique, un côté très anthropomorphique également chez Godzilla, et surtout à partir du moment où il a son propre gamin Minizilla. Donc ça donne des films qui sont de moins en moins intéressants au fur et à mesure que la série continue, et on peut quelque part être satisfait que en 1975 il décide d'arrêter là, d'arrêter les frais quelque part, que ça ne sert plus à grand chose, et qu'effectivement la série a vraiment définitivement perdu de son souffle, et elle sera donc mise en pause pendant une dizaine d'années, jusqu'à l'arrivée en 1984 d'un reboot de Godzilla 1984, et ce sera ce dont on parlera dans la prochaine rétrospective, puisque ce sera le point de départ de la série Heisei des Godzilla, une série qui, de mon point de vue, est en tout cas en termes de pris dans sa globalité, est plus satisfaisante, en tout cas en ce qui me concerne, que la série de l'ère Showa, même si, comme je l'ai dit, il y a quand même quelques très bons films dans la série de l'ère Showa, et particulièrement le premier, le film fondateur, sans lequel évidemment rien n'aurait été possible s'il n'avait pas existé. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de cette rétrospective avec l'ère Heisei. Je vous rappelle également que si vous aimez la chaîne, vous êtes invité à partager les vidéos, à liker, et évidemment également à participer financièrement au Tipeee si vous en avez les moyens et l'envie. Donc je vous dis d'ici là, à très bientôt sur une prochaine vidéo sur la Maison du Cinéma Asiatique.